Salut la compagnie, merci de nous rejoindre sur la première vidéo de la chaîne. Nous avons travaillé intensément et passé de longues heures de recherche, d'investigation, de traduction et de recoupe d'archives et d'informations, se trouvant sur des sites pour la plupart anglais et américains. Nous avons vraiment donné le meilleur de nous-mêmes pour que vous puissiez connaître la sordide destinée d'un tueur en série que très peu connaissent en France. Je pense même que nous sommes les premiers youtubeurs français à parler de lui. Cette vidéo sera un peu longue, alors éteignez vos lumières, augmentez un peu le son, installez-vous confortablement et surtout, vérifiez que votre porte est bien fermée. Allez, on commence. Jack Bird est né le 14 décembre 1901 dans l'État de Louisiane, aux États-Unis. Mais de son vivant, il sera incapable de se rappeler de son lieu de naissance exact. Selon ses propres mots, il est né quelque part en Louisiane où il n'y a pas de poste. Il grandit dans une famille pauvre composée de ses parents Dellie et Charles et de ses deux frères Andrew et Lem. Bien qu'ayant une éducation basique, Jack Bird est capable de s'exprimer dans un langage et une grammaire peu fréquemment retrouvés chez les personnes noires de cette époque. À 19 ans, il quitte son foyer et commence à commettre divers crimes. Il gagne sa vie en travaillant comme Gandy Dancer, terme désignant les employés de maintenance des chemins de fer. À cette époque, la maintenance et le redressement des rails se fait manuellement à l'aide d'une grande barre de métal spécialement conçue. Ce métier extrêmement difficile et laborieux est mal payé. Il est bien souvent exercé par les Amérindiens, Afro-Américains et immigrés italiens, irlandais, chinois et mexicains pour ne citer qu'eux. Jack Bird, de par son emploi, se déplace très souvent de ville en ville et traverse de nombreux États des États-Unis dans lesquels il commet de nombreux crimes. Cambriolage, tentative d'assassinat, vol, harcèlement, agression sexuelle. Il est arrêté et emprisonné dans plusieurs États. Au total, il passera 15 ans derrière les barreaux, notamment dans les États de l'Utah, de l'Iowa et du Michigan. C'est dans le cadre de son emploi itinérant que le 30 octobre 1947, Jack Bird arrive dans la ville de Tacoma, ville portière située dans l'État de Washington. Il passe non loin du petit pavillon de Bertha Clude et de sa fille. Bertha Clude est d'origine russe, elle est âgée de 53 ans et a 5 enfants. Elle est veuve depuis déjà 7 ans. Ses enfants ont quitté le nid et ne reste avec elle que la petite dernière, Beverly June, 17 ans. Comme toutes les autres nuits, Bertha et Beverly June dorment paisiblement. Dehors, Bird se prépare à commettre l'irréparable. Lorsque des hurlements sont entendus dans la résidence de Bertha et de Beverly June, des voisins appellent la police et 2 agents, Andrew P. Saboutis et Evan Davey, sont dépêchés sur place. À leur arrivée, ils aperçoivent Jack Bird couvert de sang, pieds nus et armé d'un couteau qui s'enfuit par la porte arrière de la résidence. Le fugitif parvient à s'échapper en escaladant plusieurs clôtures de jardin, mais se retrouve finalement acculé par une haute clôture en fil de fer et des arbustes. Se sentant pris au piège, Jack Bird sort alors un couteau et attaque les policiers, blessant l'un d'eux à la main et poignardant l'autre au niveau de l'épaule. L'officier Saboutis, un ancien combattant, également surnommé Tiny Lamar, parvient à soumettre l'assaillant d'un crochet gauche à la mâchoire et d'un coup de pied à l'aine. Bird est maîtrisé, lynché et menotté. Lorsque les policiers entrent dans la demeure de Bertha Clude et de sa fille, ils trouvent les cadavres des 2 femmes gisant au sol dans une mare de sang. Toutes 2 présentent plusieurs blessures béantes à la tête. L'arme du crime, une hache, est retrouvée sur le sol de la cuisine. Il s'en faut de peu pour que Bird réussisse à convaincre les policiers qu'il est innocent, mais le sang et la matière cérébrale retrouvée sur ses vêtements plaident contre lui. Bird est emmené à l'hôpital pour faire soigner ses blessures, puis est incarcéré dans la prison de la ville. Il y confessera son double meurtre, invoquant au départ un cambriolage qui aurait mal tourné. Selon son récit, après avoir volé 1,50 $ du porte-monnaie de Bertha Clude, cette dernière l'aurait surpris dans la maison. Une altercation physique aurait éclaté entre eux, altercation pendant laquelle le criminel aurait alors asséné plusieurs coups de hache sur la tête de sa victime. Beverly June, réveillée par les cris de sa mère,
se précipitera à son secours, mais sera également frappé à mort par Bird. Cependant, après enquête, le lieutenant Earl Cornelison conclut que Bird a d'abord tenté d'agresser sexuellement Bertha dans sa chambre avant de la tuer intentionnellement. Par ailleurs, le compte-rendu du procureur précise que Jack Bird possède apparemment une nature sadique prononcée et que le double meurtre pour lequel il a été inculpé l'a gratifié d'une satisfaction sexuelle. Bird est décrit comme froid et totalement dépourvu de remords concernant les crimes qu'il a commis. Le 31 octobre 1947, Earl Deman, le procureur général du tribunal de comté de Pierce, inculpe Jake Bird pour le meurtre au premier degré de Martha Clute. Le juge Edward D. Hodge désigne James W. Selden, un ancien procureur du comté de Pierce, pour défendre Bird. Ce dernier plaide non coupable et le procès est programmé pour le lundi 24 novembre 1947. Le 14 novembre 1947, une mention est entendue à la demande de l'avocat de la défense. Ce dernier demande un dépaysement du procès, estimant que son client ne pourrait pas être jugé équitablement dans ce tribunal. L'avocat de Bird demande aussi au juge de le destituer de ses fonctions, son client souhaitant se défendre lui-même. Le juge Hodge refuse catégoriquement les deux demandes. Le 24 novembre 1947 s'ouvre alors le procès. Les témoignages se succéderont durant 1 jour et demi. La stratégie du procureur sera de prouver la préméditation du meurtre de Martha Clute afin d'obtenir la condamnation de l'accusé à la peine capitale. Durant le procès, un témoin surprise est appelé à la barre. Il s'agit de l'officier de la police de Tacoma, John Hickey. Il avouera avoir frappé à de multiples reprises Jake Bird dans le fourgon de police qui emmena l'accusé lors de son interpellation. Il justifiera son comportement par le fait d'avoir été très perturbé par la vue des corps des victimes massacrées et expliquera à la cour que le suspect avait fait preuve d'arrogance lors du trajet. L'agent Hickey avoue avoir frappé à coups de poing, puis de matraque le suspect jusqu'à ce que ce dernier implore pour sa vie, ce qui, je cite, lui fit prendre conscience qu'il était allé trop loin en le frappant de la sorte. Aucune charge ne sera retenue contre l'officier. Lors de la présentation des aveux signés de Bird, l'avocat de la défense objecta, signifiant aux juges et jurés que les aveux avaient été faits sous la violence et les menaces. Le juge Hodge rejeta l'objection, arguant que les violences subies par Bird ayant eu lieu dans le fourgon et non au commissariat, il ne pouvait pas considérer que les aveux avaient été faits sous la contrainte. Le matin du 26 novembre 1947, les plaidoiries prirent fin et on ordonna aux jurés de délibérer à midi. Il ne fallut que 35 minutes de délibération pour que la sentence tombe. Jack Bird fut reconnu coupable du meurtre au premier degré de Martha Clute et le jury imposa la peine de mort comme sentence. Bird resta impassible à l'énoncé du verdict. Mais lorsque le juge lui demanda s'il souhaitait prendre la parole, il saisit l'occasion. À la fin de son procès, alors que sa condamnation à mort vient d'être prononcée, Jake Bird est autorisé par le juge Edward D. Hodge à faire une dernière déclaration. Ce dernier regrettera amèrement de lui avoir autorisé à prononcer ces quelques mots. En effet, Jake Bird parla pendant plus de 20 minutes, durant lesquelles il rappela aux personnes présentes qu'on lui avait refusé le droit de se défendre par lui-même et que les avocats qu'on lui avait alors attribués œuvraient contre son intérêt. À cela, il lança une terrible malédiction. Je jette la malédiction de Jake Bird sur tous ceux qui ont quelque chose à voir avec mon châtiment. Notez mes mots. Vous allez mourir avant moi. Personne ne prit cela réellement au sérieux, jusqu'à ce jour du 1er janvier 1948. À peine 1 mois après avoir prononcé l'avis d'exécution de Jake Bird, le juge Edward D. Hodge, alors en pleine forme selon son entourage, décède mystérieusement d'une crise cardiaque. Quelques mois plus tard, le 5 avril de la même année, l'officier de police, Joseph Karpak, celui-là même qui prit la première déposition de Jake Bird, décède lui aussi, foudroyé par une crise cardiaque. Le 11 juin 1948, Ray Scott, le greffier en chef de la cour qui rédigea l'acte de la condamnation à mort de Jake Bird, n'aura pas le temps de voir le condamné être exécuté. En effet, il meurt des suites d'une pneumonie fulgurante. Le lieutenant Sherman Lyons, qui avait recueilli les seconds aveux de Jake Bird, trépasse le 28 octobre. Lui aussi sera terrassé par une crise cardiaque. 26 novembre 1948. Alors que cela fait 1 an, jour pour jour, que la condamnation à la peine capitale de Jake Bird ait été prononcée, James W. Selden, son avocat,
qui avoua au cours du procès qu'il défendait l'accusé à contre-cœur, décède comme les autres victimes de la malédiction d'une crise cardiaque. Arthur Stoward, gardien de prison au sein de l'établissement pénitentiaire de Walla Walla, dans l'État de Washington, dans laquelle il côtoie Jake Bird, meurt le 27 avril 1949 d'une insuffisance cardiaque. Le 26 novembre 1947, les jurés requièrent la peine de mort contre Jake Bird. Le 6 décembre 1947, Bird obtient la date de sa future condamnation, le 16 janvier 1948. Le 7 décembre 1947, Joseph Karpak, le sous-shérif du comté de Pierce, et le député Michael Waverek emmènent Jake Bird à la prison de l'État de Washington afin que ce dernier y reste jusqu'à son exécution. Peu après son arrivée, Bird confesse sa participation à des meurtres non élucidés s'étant déroulés sur une période de 20 ans. Le 6 janvier 1948, alors que Bird est toujours dans le couloir de la mort, dans l'attente de sa sentence, le procureur Patrick Steele et le lieutenant Sherman Lyons sont envoyés au centre pénitentiaire Walla Walla par Monrad Charles Walgren, le gouverneur de Washington. Bird tente alors de faire repousser sa date d'exécution en proposant au procureur et au lieutenant de soulager sa conscience et de parler de 44 meurtres ayant eu lieu durant les 20 dernières années à travers une dizaine d'États. Le procureur Patrick Steele dira à la presse « Nous voulons lui donner une chance d'avouer, mais nous n'avons pas l'intention de lui permettre d'utiliser ses confessions comme moyen d'ajouter quelques jours à sa vie. » Durant plusieurs jours, le procureur Steele et le lieutenant Lyons recueillent les confessions de Bird et reviennent auprès du gouverneur avec un rapport de 174 pages. Le 15 janvier 1948, soit un jour avant sa date d'exécution présumée, Jake Bird voit sa condamnation repoussée de 60 jours, délai pendant lequel seront réalisées les investigations sur les meurtres récemment avoués. La stratégie de Bird a payé. Si Bird est reconnu coupable de 11 meurtres, les 33 autres meurtres ne lui sont pas officiellement attribués, bien qu'il en sache plus qu'assez pour être désigné suspect numéro 1. Après avoir épuisé tous les recours possibles pour annuler sa condamnation, Jake Bird n'a plus de recours possible. Le juge Hugh G. Rossellini délivre un ordre d'exécution définitif pour le 15 juillet 1949. Le nouvel avocat de Bird, Murray Taggart, tentera une dernière fois de sauver son client en demandant le 14 juillet 1949 la grâce auprès du gouverneur Arthur B. Langley, mais ce dernier refusera. Le soir du 14 juillet 1949, alors que Bird passe ses dernières heures dans le couloir de la mort, on lui sert son dernier repas. Il s'entretiendra durant 2 heures avec Maître Taggart et lui confiera qu'il sait être un bon perdant et accepte son sort, car tout a été fait pour sauver sa vie. Plus tard dans la nuit, on le déplacera pour l'emmener dans une cellule attenante à la potence. On le rasera et lui donnera des habits neufs. Les 12 coups de minuit sonnent, et avec elle, la dernière heure de Jake Bird. On ouvre la cellule. Jake avance vers la potence située à 3 mètres devant lui. 125 personnes sont présentes pour assister à son exécution. On l'installe, lui met la corde au cou. Puis le révérend Arvid C. Hornell lit une note écrite par Bird, dans laquelle il déclare n'en vouloir à personne et demande pardon. Mais avant même que le révérend ait fini de lire sa note, la trappe s'ouvre brutalement et précipite Jake Bird dans la mort, 1,50 m plus bas. Il est minuit 20. On le laissera se balancer au bout de sa corde durant 14 longues minutes, avant de déposer son cadavre sur le sol et de constater son décès. Qu'il s'agisse de son passé, de ses réelles motivations, ou encore de ses terrifiantes malédictions, de nombreuses questions nous taraudent encore. Comment et pourquoi est-il passé à l'acte la première fois ? Était-il réellement venu chez Martha Clute pour cambrioler comme il l'avoua lors de sa première audition, ou avait-il déjà décidé d'assouvir ses pulsions meurtrières ? Qui sont les 44 victimes qu'il prétend avoir tuées ? Comment a-t-il fait pour ne pas éveiller les soupçons pendant toutes ces années ? Et surtout, comment expliquer de manière rationnelle le décès de 6 personnes directement liées à l'affaire Jake Bird, ceci accomplissant parfaitement la malédiction qu'il avait prononcée ? Autant de questions qui doivent laisser un goût amer aux familles des victimes ainsi qu'aux enquêteurs de l'époque. Personne n'a daigné réclamer le corps sans vie de Jake Bird, pendu pour ses crimes. Il demeure enterré dans le cimetière du pénitencier de Walla Walla. Sur sa pierre tombale, comme épitaphe, ne figure que son numéro de prisonnier, le numéro 21 520. Jake Bird
et ses secrets gisent désormais sous terre, avec ses malédictions et tous ses mystères.